Bonjour, quel plaisir de vous retrouver en cette matinée de dimanche. Merci de votre fidélité. Autisme, Alzheimer, cancer et tant d'autres fragilités humaines nous rappellent combien la vulnérabilité fait partie de la vie. Face à ces épreuves, l'essentiel est un effort commun. Comprendre, accompagner et construire une solidarité qui redonne dignité et espérance. La juriste Lilia Bensedri Tabet est spécialiste des questions interculturelles. Elle organise les Sacrées Journées de Strasbourg et notamment un concert contre le cancer. Elle nous parlera de l'importance de la spiritualité dans la prise en charge des vulnérabilités. Tariq Ben Salah, réalisateur, a réalisé un film sur la vulnérabilité des personnes avec autisme. Il le diffuse dans les salles de cinéma à travers la France. Ils sont ce matin mes deux invités. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment de venir nous parler d'un sujet très grave, car nous parlons de maladies. Je dirais de façon générale, nous avons intitulé cette émission « La vulnérabilité ». Alors, le mot vulnérabilité, quand on va chercher dans le dictionnaire, il renvoie à plusieurs significations. Précarité, elle renvoie également à la délicatesse, à la fragilité, à la sensibilité. Quelle est votre explication, quelle est votre interprétation que vous donnez à ce mot, puisque vous vous intéressez, on verra tout à l'heure l'un et l'autre, à cette question-là. Lilia Bensedri Tabet. Bien, écoutez, les vulnérabilités renvoient, je dirais, essentiellement et profondément et intrinsèquement à notre humanité. Parce que, on peut l'oublier, eh bien, notre humanité est caractérisée par la vulnérabilité. Nous naissons pour on ne sait combien d'années. On est de passage sur notre planète Terre pour quelques dizaines d'années. Donc déjà, cela, c'est une vulnérabilité. Notre corps, qu'on le veuille ou pas, se transforme. Et de cela, quelquefois, on n'en est pas conscient, ou en tout cas, on ne peut pas l'arrêter. Et je dirais même, notre propre souffle ne nous appartient pas. Et donc cela nous renvoie à notre vulnérabilité essentielle, existentielle, je dirais. Et d'ailleurs, cette humanité, elle est aussi caractérisée par notre finitude qui est une vulnérabilité que nous avons tous en partage et qui est une certitude, alors que notre vie en tant que telle, elle est dans l'incertitude. On reviendra précisément sur cette incertitude et puis surtout comment peut-être faire face. Tariq Ben Salah, vous êtes réalisateur et vous scrutez le monde avec une sensibilité. Quel regard portez-vous sur les vulnérabilités humaines que vous rencontrez? D'abord, vos sentiments, comment vous regardez cette vulnérabilité, vous, le réalisateur? Moi, j'ai un regard un peu particulier parce que ma caméra me permet de m'exprimer. Les vulnérabilités, pour moi, comme le disait très bien Lilia, il est important de dire qu'on est tous vulnérables. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap, qu'on est en bonne santé, qu'on n'est pas vulnérable. On est tous vulnérables. Et comme, pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Et là, ce matin, vous allez parler. Et là, on va parler, ce qui ne me dérange pas du tout, au contraire, parce que là, l'accueil est très, très bien, je vous remercie encore. C'est de se dire comment je peux traduire, moi, mes émotions et comment je traduire mon envie de m'exprimer et à servir à la société, en fait. Donc, ma caméra, elle est là pour dire, OK, c'est comme ça que je vois les choses, il faut dire les choses, parce que la vulnérabilité des personnes, elle est importante dans toute la société, en fait, qu'elle soit en France ou ailleurs. Lilia Bensedri, Tariq Ben Salah parle de vulnérabilité visible et d'autres qui ne le sont pas. Comment vous, à la fois la juriste, mais une femme qui est aussi engagée auprès de ces vulnérables, comment vous reconnaissez une vulnérabilité qui parfois ne se voit pas? Bien, en fait, est-ce qu'on reconnaît les vulnérabilités? Déjà, est-ce qu'on reconnaît notre propre vulnérabilité? Est-ce qu'on en prend conscience? Parce que, comme je l'ai dit, ça fait partie de notre existence en tant qu'humains. Nous savons, en tout cas, nous sommes vulnérables.
Et vous savez, il y a des personnes qui justement fuient ces vulnérabilités, ne veulent pas le reconnaître, donc peut-être s'occupent avec autre chose. D'autres qui s'enferment au contraire dans ces vulnérabilités, qui du coup se coupent de la société. D'autres qui vont sublimer cette vulnérabilité, d'autres qui vont être révélés par ces vulnérabilités, justement dans leur comportement, dans leur être au monde. Et cela, c'est, on va dire, ça revient à une démarche tellement personnelle, tellement intime, qu'on ne peut pas nous-mêmes enfermer la manière d'être à ces vulnérabilités et même notre propre façon de faire face à ces vulnérabilités. Alors, on va essayer de mettre des mots sur ces vulnérabilités parce que le mot vulnérabilité apparaît comme ça de prime abord comme un peu abstrait, malgré les définitions que vous lui donnez, ou parce que vous lui donnez des définitions. Concrètement, la vulnérabilité, elle peut être d'abord physique. Les maladies graves, des familles vivent non seulement la maladie des leurs, mais aussi la souffrance que cette maladie engendre. Quelles sont pour vous les souffrances les plus insupportables? C'est vrai qu'on ne peut pas hiérarchiser ces vulnérabilités, vous l'avez bien dit, parce qu'il y a une telle diversité, malheureusement, dans ces... Et il est évident que les maladies ne touchent pas seulement les personnes qui sont malades, mais aussi leur entourage. Et le cancer et tant d'autres maladies, évidemment, on va tous être malades un jour ou l'autre, c'est certain. Et le cancer, aujourd'hui, est un des fléaux auxquels on fait face et qui touche non seulement la personne, mais toute la famille. Tout est bouleversé. Et justement, on organise un cancer pour aider à la lutte contre le cancer. Donc c'est un cancer aussi caritatif parce que les personnes qui sont en vulnérabilité, elles ont aussi besoin, on va dire, de se ressourcer. Et par la musique, c'est aussi un grand vecteur de ressources. Et donc c'est un des concerts qu'on organise cette année. C'est justement pour la lutte contre le cancer. Je disais au début de cette émission que Tariq Ben Salah a réalisé un film sur la vulnérabilité des personnes avec autisme. Il a accompagné les hommes et les femmes qui travaillent dans l'environnement de l'association Le Sillon des Justes, avec notamment Daoud Tatou et Stéphane Benamou. Regardez avec nous cet extrait. Une seule priorité, retrouver Kélian au plus vite. Lundi matin, je suis interpellé. Je vois les collègues qui me disent Kélian, il est parti. Donc on commence à le chercher. Moi, je me balade en moto. Il fait appel à sa fille Doria, connue pour sa détermination. Il y a aussi Samuel, un ami. Ensemble, rejoints par d'autres, ils se lancent à la recherche du jeune Kélian dans les rues de Paris. Les trottoirs défilent, les regards scrutent, chaque recoin devient une piste. Rien n'est laissé au hasard. Ils avancent, portés par l'urgence. J'ai créé tout de suite un groupe WhatsApp où j'ai fait une affiche pour mobiliser les gens pour qu'on se retrouve à un point de rendez-vous. Et puis après, j'ai mobilisé du monde en partageant sur les réseaux cette affiche, en donnant une adresse, mon numéro de téléphone que j'ai publié partout. Et on s'est tous retrouvés pour pouvoir commencer les recherches et faire des groupes et se dispatcher toute une organisation de logistique. Tariq Ben Salah, c'est un extrait du film que vous avez réalisé. Racontez-nous d'abord l'histoire de ce documentaire. De quoi s'agit-il? Donc, c'est l'histoire de Kélian qui a été porté disparu en 2021. Donc, Daoud et son équipe se sont mobilisés pour aller le rechercher. Et s'ensuit 4 jours intensifs dans le 19e et dans les alentours pour retrouver Kélian. Il était atteint de l'autisme, c'est ça? Et c'est ça, son handicap, il avait un trouble de l'autisme. Comment l'entourage de Kélian, notamment la maman, la famille, les amis, comment ils vivent justement cette souffrance de ce garçon? Kélian, il faut savoir, quand on a un handicap, c'est un handicap invisible. Donc on ne le voit pas. Quand il est dehors, on ne voit pas qu'il a un handicap. Il habite dans le 19e, il a ses habitudes, il doit rentrer à quelle heure, à tant d'heures, et il doit rentrer le soir à telle heure. Sauf que là, ce jour-là, il ne rentre pas à 20h, ce qui est bizarre. Donc, au bout d'une demi-heure, sa maman s'inquiète, son père aussi. Donc, ils vont commencer les recherches. Pas de Kélian, pas de nouvelles. On demande à côté, puisque c'est quelqu'un qui est la mascotte du 19e. Tout le monde le connaissait. Quand elle allait voir le voisin, l'épicier, à chaque fois, on lui disait « Oui, on l'a vu, il est pas loin. » Donc, forcément, ça n'inquiète pas tout de suite parce qu'il est dans les parages. Au bout d'1 heure, 2 heures, personne, pas de retour, téléphone qui ne sonne pas. Là, ça devient inquiétant.
Et elle va voir le commissariat de police et puis le commissariat lui demande d'attendre au moins 48 heures, 72 heures. Malheureusement, l'histoire de Kéliane se termine par un drame. Regardons cet extrait. Kéliane, je te le montre pas, mais Kéliane, il est là-bas et il bouge pas. Voilà, c'est tout. Et son ventre, il bouge plus. Le monsieur, il est allé le toucher, c'est lui qui l'a trouvé. Il a dit, Kéliane, il est froid. Voilà. C'est tout. On était à 2 minutes. Je sais même pas, ça fait depuis combien de temps il est là, je sais pas. On est le 9 juillet. Il est 1h15 du matin. On a perdu Kéliane, qui est un jeune qu'on suivait depuis longtemps. Je suis en colère. Cette société va mal. Elle s'occupe pas de ses plus faibles. Elle s'occupe pas de ses anciens. On n'a pas les moyens. On met pas les moyens pour sauver nos jeunes. Combien de Kéliane il va falloir qu'on perd? Kéliane a 22 ans. Il est en situation de handicap et il a disparu le 4 juillet 2021. Ses proches multiplient les appels à témoins sur Internet. Kéliane, c'était notre bébé. C'est le 7e d'une fratrie et qui est né avec des difficultés. C'est quelqu'un de positif qui aimait les gens, qui aimait aller vers les gens. Kéliane, moi, je dirais vraiment, c'était la mascotte du quartier. Parce que tout le monde le connaissait, il était apprécié de tout le monde, toujours le sourire. J'ai appris à Kéliane de ne pas avoir honte de son handicap. Il ne savait pas lire ni écrire. Je lui ai dit, c'est normal. Tout le monde apprend. Quand tu arrives au milieu des gens, tu leur dis, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Mon fils, il était handicapé, mais il a fait quelque chose. Il a rendu des services. Il a plaidé quelque chose. Livia Bessedrine, l'histoire de Kéliane, malheureusement, une histoire dramatique, est véritablement un témoignage du désarroi vécu par les personnes en situation de handicap, en tout cas vulnérables. Alors, que faut-il faire pour les accompagner? Vous savez, là, c'est pour rebondir sur ce que disait cette maman si digne dans sa douleur. Et c'est quand elle a dit « j'ai appris à Kéliane de ne pas avoir honte ». Parce que souvent, ça renvoie, cette vulnérabilité, elle nous renvoie au regard de l'autre. Et souvent, c'est le regard de l'autre qui nous rend encore plus vulnérables. Et j'avoue que des fois, j'entends certaines personnes qui réagissent face à des personnes qui sont justement qui vivent ces handicaps en disant « oh, ben, la pauvre la maman, si elle n'avait pas eu cet enfant, ou bien ce pauvre petit, s'il n'était pas là ». Mais je dis, mais de quel droit nous pouvons juger de cette personne, de son parcours, de sa vie? Est-ce que nous, on peut savoir de quelle manière il vit, la profondeur de ce qu'il vit, et donc c'est vraiment le regard de l'autre. Il peut être très enfermant et il peut doublement faire vivre une vulnérabilité qui non seulement physique, mais aussi sociale. Et donc il faut être très conscient de tout ce qu'on peut porter comme regard sur l'autre, qui doit être un regard seulement et de compassion et de respect de nos diversités, quelles qu'elles soient. Tariq Ben Salah, vous avez donc réalisé ce documentaire. Comment vous êtes sorti lorsque vous avez rencontré cette épreuve, lorsque vous avez rencontré cette souffrance? Comment vous l'avez vécu? En fait, comment je l'ai vécu, quand on m'a raconté cette histoire, donc Stéphane et Daoud, parce que Stéphane Daoud connaissait bien Kéliane avant sa disparition, pour moi, il n'était pas normal, et avec Stéphane et Daoud, on est sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'il n'était pas normal de ne pas raconter cette histoire. Je l'ai vécu comme une injustice. Une personne vulnérable qui est tuée par des toxicomanes, une histoire oubliée parmi tant d'autres, un décès parmi tant d'autres. Et pour moi, il était dans nos devoirs de raconter l'histoire, parce que Daoud avait fait une promesse à la maman. On a raconté cette histoire. Et quand je vous dis l'injustice, c'est que il n'est pas normal de ne pas en parler, en fait. Parce que Kéliane, il y en a eu combien avant? Il y en a combien après? Là, depuis 2021, on est à peut-être 25 décès. C'est énorme. Là, je vous parle de personnes vulnérables qui sont médiatisées, d'autres qui ne le sont pas. Cet été encore, il y a eu encore des décès avec des personnes autistes, noyées. Ou une maison aussi qui a brûlé pendant un camp de vacances, où c'est des personnes en situation de handicap qui sont décédées. Et je trouve qu'on a trop banalisé la chose. Et pour moi, je trouve qu'il est important de sensibiliser le grand public, parce que
vulnérabilité, comme je le disais tout à l'heure, ça ne touche pas une catégorie sociale. Ça touche pas que les pauvres, ça touche pas que les riches, ça touche tout le monde. Et le handicap, comme la maladie, elle touche la personne et n'importe son statut social. Le film de Tariq Ben Salah a suscité aussi beaucoup d'interrogations. Nos vulnérabilités viennent aussi de la banalisation des risques et des menaces potentielles. Regardez avec nous, encore une fois, un extrait de ce film. On a toujours grandi avec les tox, les crackers, comme on les appelle chez nous, dans le quartier. Ouais. Ça veut dire que tu peux être à une terrasse, tu peux manger ton grec dehors, ils passent à côté de toi, nous, on les voyait plus. Ouais. Et pour nous, c'était normal. Alors que ça l'est pas, normalement, tu vois. Mais pour nous, c'était normal. Du coup, on faisait plus, franchement, je dis la vérité, on faisait même plus attention. Ouais, alors peut-être qu'on aurait dû. On s'est dit, ça peut plus durer. Ouais. Ça peut plus durer. En fait, on les a trop laissés, on sait pas jusqu'où ça va aller. Comment tu veux apaiser le cœur de plein de jeunes du quartier qui se sont fait enlever leur mascotte, quelqu'un qui est aimé par tout le monde, etc. Et là, la situation elle est toujours la même, du coup. Ils sont toujours à la même place. Ça s'est calmé. Ouais. Puis c'est revenu. Vulnérabilité, dit-on, les vulnérabilités vécues par toutes les classes sociales, ça n'épargne personne. On a l'impression que de plus en plus, ces vulnérabilités sont mises en scène, elles sont proposées à être connues, ce qui est une bonne chose, mais est-ce que pour autant, ces vulnérabilités sont comprises par le grand public et qui, quand on n'a pas vécu les choses, évidemment, on ne peut que avoir de la compassion, mais pas seulement. Comment faut-il justement regarder un regard sur les toxicomanes, sur les malades, sur les personnes qui sont psychologiquement, disons, atteintes? Comment le grand public doit regarder, voir ces personnes qui parfois souffrent dans le silence, voire même de façon invisible? Lilia Bensedrine. En fait, les vulnérabilités sont, comme vous l'avez dit, c'est vraiment tellement personnel, ça nous renvoie au plus intime, parce que la personne qui vit cette vulnérabilité, c'est vraiment dans son être, dans sa chair, dans ce qu'elle a de plus intime et de plus personnel. Donc le regard de l'autre, forcément, c'est une distance par rapport à ce qu'on sent. Et d'ailleurs, si vous permettez, c'est en arabe, mais on le dit, « Ma yahiss jamra » c'est-à-dire, on ne sent la braise, nul ne peut sentir la braise que celui qui marche dessus. Donc, en parler, ce n'est pas le vivre, déjà. Et en parler souvent avec une espèce de regard de jugement, c'est loin d'être la réalité de ce que la personne vit. Par contre, en parler, et ainsi qu'on le voit dans ce reportage, ce beau reportage poignant, c'est faire appel par rapport au social, à nos capacités d'entraide. Ça fait appel aussi pour la société à la solidarité qu'on a vu qui s'est mise en place tout de suite, à cette ténacité des parents, à ce courage aussi pour faire face parce que la vulnérabilité est en tant que telle une grosse épreuve, et plus c'est des vulnérabilités qui sont importantes, et plus le courage et la patience, as-sabr en arabe, la patience qui est une vertu incomparable et doit être mise en place. Et je dirais donc que ce sont des ressources qui viennent non seulement de l'entourage, mais aussi de la société qui doivent être mises en place. L'exemple de Kylian, comme le montre le documentaire de Tariq Ben Salah, Kylian, à la mémoire duquel nous dédions cette émission, il se trouve qu'on ne regarde pas les fragilités de la même façon, et parfois on a l'impression que il y a beaucoup de gens qui sont sans cœur, c'est-à-dire ils ne sont pas sensibles à la douleur. Et pourtant, s'il y a quelque chose à laquelle il faut être sensible, c'est la souffrance de l'autre. Et je pense que c'est une des dimensions importantes d'une spiritualité, par exemple. En quoi la spiritualité pourrait nous éduquer, nous enseigner à être à l'écoute et sentir la douleur de l'autre sans forcément qu'on la voie ou qu'on la connaisse? Alors justement, c'est comme on l'a dit, les ressources qui sont celles de la société sont là, mais souvent il y a aussi la source qu'on prend, qui est donc dans l'islam la source déjà de la miséricorde, rahma, c'est-à-dire voir l'autre avec miséricorde. Et cette rahma, on en avait déjà donc évoqué, c'est
Dieu dans l'islam, donc c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le tout clément. Et il nous sollicite dans cette clémence, parce que cette clémence, elle est donc et miséricorde, elle est donc verticale de Dieu vers les humains, mais il nous sollicite aussi dans cette horizontalité, c'est-à-dire cette clémence dans laquelle nous baignons, Ar-Rahma, et dont même nous ne sommes pas conscients. Nous devons aussi la déployer dans notre société et vers, comme vous le dites, vers les plus vulnérables, vers les plus fragilisés. Tariq Ben Salah, vous êtes jeune. Est-ce que vous avez rencontré des jeunes qui sont très sensibles à la vulnérabilité de l'autre? Oui, bien sûr. Je rencontre beaucoup de jeunes qui ont du mal à se faire entendre parce qu'ils pensent qu'on n'est pas là pour les accompagner, on ne leur donne pas la chance. Moi, je n'ai pas fait d'école de réalisateur. Je voulais faire une école, mais l'école est trop chère. Donc, on fait comme on peut. Donc, on va faire des petits tournages à droite, à gauche, parce qu'on est capable de faire comme les autres. Et donc, voilà, on se bat, on va jusqu'au bout et on croit en nous. Et je trouve que c'est important de se dire qu'il ne faut pas aussi compter sur les autres. Et il faut aller jusqu'au bout, comme vous disiez, au niveau de la patience. C'est hyper important parce que si on n'a pas la patience, c'est là où on a du mal à continuer et à montrer qui on est. Comment se comporter en présence des vulnérabilités qu'on ignore? Tariq Ben Salah a essayé de répondre aussi à cette question dans son documentaire. Beaucoup de policiers, en fait, souhaitent être formés. Bon, alors, initialement, il n'y a pas de formation forcément sur l'autisme, parce que la police, ce n'est pas des éducateurs. Mais le fait de pouvoir donner des indications sur comment appréhender l'autiste, parce que quand tu vois un mec se balancer dans la rue, pour un policier, c'est pas normal. Et on a déjà vu des cas comme ça, où il y a des interventions qui se passent assez mal, parce que au final... C'est pas la faute du policier ou quoi que ce soit, mais il sait pas comment agir. Moi, je le sais parce que forcément, j'ai un enfant aussi autiste et c'est facile d'interagir avec un enfant quand tu connais déjà le milieu. Quand tu connais pas du tout, tu vas t'approcher, tu vas vouloir le mettre en sécurité, tu vas l'attraper. Alors peut-être que sensoriellement, c'est pas possible. Et du coup, en plus, le policier, il sait pas que l'enfant est autiste. Donc il va commencer à se débattre. Bon, si c'est un enfant, on va rester quand même vigilant, voilà. Mais si c'est un préadulte ou c'est voilà. Souvent, ça finit en bagarre avec le jeune, ça finit par terre, menottage, tout ça. Alors qu'effectivement, avec des bonnes techniques et si les gens étaient bien formés, au moins sur les bases, on pourrait mieux l'accompagner et être plus vigilant sur ce genre de situation. Alors, comment faire? Est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce que la formation est un des piliers, est un des éléments fondamentaux pour sensibiliser les gens? Est-ce que la formation est quelque chose de très important pour sensibiliser le grand public concernant la vulnérabilité du voisin, du cousin, du prochain et du lointain? Lilia Ben Sedrine? Vous savez, la vulnérabilité, je dirais, c'est ce que nous avons en partage, quels que soient nos horizons, quelles que soient nos traditions, quelles que soient nos religions, quels que soient nos continents. C'est vraiment ce que nous avons en partage parce que nous sommes humains, donc c'est notre humanité, notre vulnérabilité. Je dirais que cette formation, elle est pratiquement innée parce que c'est aussi juste faire preuve d'empathie, faire preuve de miséricorde, faire preuve d'écoute. Donc c'est pas une formation académique, je dirais c'est juste être à l'écoute de notre humanité dans sa diversité. Tariq Ben Salah, quel est le moyen par lequel vous, en tant que réalisateur, vous avez regardé, observé, vous étiez plus près de cette tragédie? Que faut-il faire? Alors, déjà, la formation, elle est importante. C'est l'un des piliers, en tout cas pour le vivre ensemble et le regard de l'autre. On en parlait tout à l'heure, le regard de l'autre. Déjà, la formation des policiers. Là, depuis quelques mois, le Silence des Justes a une volonté de travailler avec l'Amicale des polices sur la formation des policiers. La police, c'est pas des éducateurs. Eux, ils sont là, ils doivent intervenir, protéger, nous protéger. Donc, ils ont besoin de savoir qui est en face. Parfois, ça peut être des adultes en situation de handicap. On ne sait pas comment ils peuvent réagir. La formation, elle est hyper importante. Ce que je peux rajouter en plus, c'est le regard de l'autre. Moi, je suis d'origine marocaine. Quand je vais au Maroc avec Stéphane et Daoud former l'autisme, avec d'autres Marocains qui nous aident à former l'autisme, il y a une grosse différence. Mais vraiment, elle est énorme. C'est-à-dire qu'en France, le regard du handicap fait peur. Vous allez au Maghreb, le handicap, c'est une richesse.
C'est une complexité chez les familles, c'est sûr, mais le voisin, la voisine, elle est là pour apporter du soutien aux familles. En France, ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas cette aide, ce besoin de répit pour les familles. Et c'est pour ça que la formation, en tout cas, dans tous les métiers, elle est importante. Vous allez en Angleterre, les infirmiers sont formés à l'autisme. Vous allez au Canada, tout le monde est formé En Belgique, au au handicap. Canada notamment. Exactement. En France, ça met du temps. Ça met du temps et ce qui freine, c'est la formation. En tout cas, à travers vous et ces discussions, nous pensons beaucoup à la famille de Kylian, à qui nous rendons un hommage et en sa mémoire, cette émission, mais aussi pour tous ceux et celles qui vivent la vulnérabilité. Avant de conclure, prenons un instant pour votre rendez-vous habituel avec le Coran, suivi d'un conte de Fanta Dramé dans Esprit et Lumière. Le Coran, c'est le livre des musulmans. Alors, d'où nous vient ce livre? Les musulmans disent, pensent, savent, croient que le Coran, c'est la parole de Dieu telle qu'elle a été révélée au prophète de l'islam, Mohammed. Comment est-ce que cette parole a été révélée au prophète de l'islam, Mohammed? Par le biais d'une inspiration venue de Dieu et transmise en mots humains, en langage humain, en langue arabe, au prophète de l'islam. Et le prophète de l'islam, après avoir reçu ce message de Dieu, ce message qui est la parole divine elle-même, a transmis ce message aux musulmans, d'abord oralement. Il faut se souvenir que le mot Coran vient d'un mot Qur'an qui signifie récitation. Cette parole a donc été récitée aux musulmans avant d'être réunie ensuite en un livre, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les musulmans lisent le Coran, ils se souviennent toujours que ça a d'abord été une parole orale envoyée par Dieu au prophète de l'islam pour éclairer le chemin de l'humanité. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Un jour, Djerra, sa femme et son fils se rendent au marché. Pour s'éviter trop de fatigue, ils montent tous trois sur leur nouvel âne, un âne très robuste. Sur le chemin, des villageois les voyant passer s'écrient « Vous n'avez pas honte, la pauvre bête, vous allez la faire crever !» Djerra demande alors à sa femme et à son fils de descendre. Bientôt, d'autres passants lui lancent « Regardez ce père égoïste, il laisse sa femme et son jeune fils marcher pendant qu'il se repose sur l'âne. » Djerra descend de l'âne et demande à sa femme de monter à sa place. Quelques centaines de mètres plus loin, une femme s'écrie. Pour qui elle se prend celle-là? Une princesse? Son pauvre mari et son jeune fils s'épuisent tandis qu'elle parade. Djerra fait descendre sa femme et demande alors à son fils de monter sur l'âne. Mais l'enfant se fait bien vite apostropher par la foule. Quel fils ingrat! Il se repose pendant que ses vieux parents marchent à côté. Djerra fait descendre son fils de l'âne. Père, mère et fils marchent désormais derrière l'animal. Les badauds éclatent alors de rire. Regardez ces trois imbéciles. Ils ont un âne et ils ne l'utilisent même pas. Dépité, Djerra se tourne vers sa femme et son fils et leur dit « Ne cherchez pas à satisfaire l'opinion publique. L'important dans la vie est de suivre ce qu'on pense être bon en son âme et conscience. » Merci Lydia Ben Satani Tabet, merci Tarek Ben Salah de nous avoir accompagnés ce matin pour parler de ce sujet ô combien grave, mais auquel vous avez lancé un appel pour une sensibilisation, être du côté de l'autre et du côté des autres. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera dimanche prochain pour un nouveau numéro de l'émission Islam. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. La matinée, les chemins de la foi se poursuivent. Vous pouvez consulter nos programmes sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain. Au revoir.